Et j'ai préparé la présentation en anglais, mais je vais présenter en français. Et ça marche. Oui, je vais commencer peut-être en disant plusieurs mots sur l'histoire du ballet comme un phénomène international. Et puis, je vais dire un petit peu sur le développement propre, sur le développement essentiel du ballet dans l'espace tsariste. Alors, c'est pas seulement sur la guerre froide, mais un petit peu aussi le 19e siècle. Et puis, je vais tâcher de réfléchir sur les transferts culturels et je veux aussi encourager aussi les étudiants et tous qui se préoccupent avec l'histoire du ballet, regarder ça comme une histoire croisée, déjà mentionnée par Yelena. Et c'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui que nous avons Arzu Öztürkmen avec nous, parce que Arzu a écrit des choses vraiment très pionnières et très importantes sur l'histoire des danses et des beaux-arts aussi en Turquie dans le contexte comme une histoire croisée et connectée, interconnectée aussi. Je vais présenter les développements du ballet Turquie en Iran aussi, parce qu'à mon avis, c'est vraiment personnellement et aussi pensant de la symétrie des processus historiques, ce sont vraiment deux pays très interconnectés. Et je commence maintenant avec le développement général de et voilà, merci. C'est pas la France, le pays originaire du ballet, c'est l'Italie, mais c'est le français qui est la langue dominante du ballet, c'est-à-dire que le langage, la terminologie connectée avec le ballet est francophone et français. Et 19e siècle est une période lorsque le ballet était transféré déjà d'Italie en France, de France à Pologne, un royaume polonais par exemple. Et la Russie, le développement là a commencé un petit peu plus tard qu'en France et en Italie et qu'aussi à Pologne, mais avoir dit ça, on doit dire que Saint-Pétersbourg est devenu un centre très rapidement, un centre de ballet, un, deux, trois, peut-être deux, quatre, dans l'Europe de cette période. C'est à l'époque, fin du 19e siècle, et saison russe, c'est-à-dire que c'était aussi le premier transfert du ballet de l'école de Saint-Pétersbourg, organisé par un manager très talenté comme Diaghilev, Sergei Diaghilev, et le ballet était transféré à Londres et à Paris dans deux centres très importants dans le monde du ballet et peut-être aussi dans le monde politique de cette période pour les saisons, c'est-à-dire pour 2, 3, 4 mois chaque année. Et c'est-à-dire que la communauté intéressée au ballet dans ces pays était vraiment expectée l'arrivée des saisons russes. La révolution bolchevique, la révolution 1917, c'était vraiment une rupture dans l'histoire, pas dans l'histoire du ballet généralement, mais dans l'histoire du ballet en Russie. C'est-à-dire que l'émigration, d'une part, des danseuses et danseurs et chorégraphes étaient là, les gens comme Anna Pavlova et Nijinsky et
Diaghilev lui-même, nous ne pouvons trouver aussi bolcheviste plus. Mais dans le même temps, la révolution russe était un commencement du ballet dans la région de Proche-Orient. Et maintenant, nous sommes à Istanbul. Et ici, nous voyons deux photos de Lydia Krasa-Arzuman, où elle est devenue puis Leila Arzuman, et une vie très longue, une vie très importante dans le développement du ballet turc. Elle était d'origine du Caucase du Nord. Mais elle a obtenu l'éducation du ballet à Saint-Pétersbourg et elle était une de 1000 gens qui sont arrivés ici à Istanbul dans l'année de la Révolution et dans les années après la Révolution. Et dans cette période très courte, c'était une période très russe d'Istanbul. C'était un momentum, on peut dire. La plupart de ces émigrés disparus, ils ont continué le voyage à Prague, à Serbie et bien sûr aussi à Paris. Mais Leila Arzuman ou Lydia Krasa-Arzumanova, c'était le nom propre de cette femme, elle est restée ici avec peut-être 4 ou 5 000 des autres gens de la Russie tsariste. Dans l'historiographie, on les nomme comme les Russes, mais les Russes, on ne doit pas comprendre ça comme une notion ethnique, c'est une notion culturelle. Nous pouvons peut-être dire que ce sont les citoyens de l'ex-empire Romanov. On peut dire que ce sont les gens qui sont été russophones et de ces territoires qui sont été régnés par la famille dynastie Romanov. Et la première école du ballet en 1921 à Istanbul. Il y a plusieurs théories où était cette école. Il y a une question que c'était à Yeniköy, mais c'est très, très connu qu'une école où Madame Arzumanova a travaillé dans les années 40 était à Seraselviler. C'est une rue parallèle avec Cadde Kabir Istiklal Caddesi au Grand Rue de Perra dans le 19e siècle. La même situation, nous avons aussi en Iran. Dans la même période, c'était Madame Corneli. Alors, Madame Corneli, le nom est très italien, c'était le nom de son mari. Et la tragédie de Madame Corneli est qu'il n'y a pas de photos. Parce que l'appartement où elle a habité à Téhéran, c'était un accident là, et il n'y a pas des enfants, et il n'y a pas d'un archive, et aussi archives qui existaient en Iran, archives connectées au développement du ballet, étaient détruits après la révolution islamiste en 1960. Mais Corneli a joué le même rôle en Iran, c'est-à-dire elle a fondé une école du ballet à Téhéran, travaillant avec la méthode de l'école de Saint-Pétersbourg. Et avons un développement très intéressant dans le même temps par l'Union soviétique. Parce que pour les bolcheviks, ce n'était pas
très clairement comment on doit, quelle stratégie on doit choisir vis-à-vis ballet, parce que le ballet était un art bourgeois. Et beaucoup de danseurs et danseuses et chorégraphes ont été disparus, ont été émigrés, ont été où dans les pays capitalistes et en France de cette période. Mais Lunacharsky et les autres ministres dans le gouvernement bolcheviste ont décidé que, OK, on doit intégrer le ballet dans la République jeune soviétique et le ballet doit être instrumentalisé comme les autres arts pour moderniser la société et aussi pour servir au pays et régime des ouvriers et des bolchevistes. Et c'est-à-dire que aussi les thèmes sont été aussi choisis, lesquels sont été dans cette période, dans les années 20, intéressants pour le Parti communiste. Et dans les années 30, le ballet est devenu déjà très fortement soutenu par le Parti communiste et une des chorégraphes peut-être plus importantes du XXe siècle, Agrippina Vaganova, elle était une danseuse elle-même, mais elle a trouvé une place dans l'histoire, pas comme une ballerine, comme une danseuse, mais comme un pédagogue du ballet, comme une chorégraphe. Elle a écrit un manuel du ballet. Elle a écrit un livre, on peut acheter ce livre, lire, et après ça, alors, on doit travailler beaucoup. C'est un système ou une méthode de Vaganova qui est vraiment très, très strict. Et ce livre a été publié dans l'année 1934 comme Основы классического танца, les bases d'une danse classique. Et ce livre a été traduit dans beaucoup de langues étrangères tout de suite, et aussi dans les années 40 et 50, et était transféré aussi, pas seulement dans les pays socialistes pendant la guerre froide, mais aussi en l'US. Mais nous voyons dans les années 40 une autre rupture. C'est une rupture du Proche-Orient et aussi de la Deuxième Guerre mondiale et aussi de la victoire de l'Union soviétique dans cette guerre. Et une détérioration des relations entre la Turquie et l'Union soviétique. Et aussi la même chose était avec l'Iran, parce que l'Iran était partagé par l'Union soviétique et l'Angleterre. Et avec les deux, Moscou avait une situation très grave après la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça forçait ces deux pays chercher un soutien politique dans l'Ouest, mais ce n'était pas une rupture dans l'existence du ballet dans ces pays. Mais la situation était la suivante. Ankara et Téhéran ont tâché de réorienter. Et Ninette de Valois, une danseuse et chorégraphe aussi très connue, une femme d'origine irlandaise, Ninette de Valois était invitée par le gouvernement turc dans l'année 47 pour arriver ici et pour créer
un théâtre du danse et du ballet. Et la même chose était aussi observée en Iran. La même femme était invitée par le gouvernement de Shah et elle a joué un rôle très grand dans le développement du ballet dans deux pays dans les années 40 et 50. Mais comment ça fonctionnait en réalité? Elle est arrivée ici, mais il y avait aussi déjà une école avec les disciples et avec les élèves, etc., etc. Et Ninette de Valois a absorbé les disciples de Arzumanova parce qu'Arzumanova n'avait pas un soutien pas de l'ambassade soviétique parce qu'elle était une émigrée. Et aussi, l'État était réorienté à l'Ouest, c'est-à-dire qu'en fait, un émigrant russe était un émigrant russe, c'est ça. Et Ninette de Valois, très souvent, je vois aussi dans l'historiographie turque du ballet que dans plusieurs œuvres, Arzumanova a décrit comme une fondatrice du ballet. Dans les autres, c'est Ninette de Valois. Mais Ninette de Valois était aussi un blanc, peut-être, ou une femme qui a symbolisé le transfert culturel, parce que elle a dansé dans les ballets russes de Diaghilev dans les années 20 à Londres. Et elle a écrit aussi 2 fois ou 3 fois, elle a écrit les mémoires. C'est vraiment une chose très intéressante lorsque on demeure très longtemps. Elle a écrit, je ne sais pas quoi était l'inspiration pour elle, mais elle a écrit les mémoires avec 60 ans et avec 80 et il y a une différence entre ces mémoires et elle décrit là que le ballet russe de Saint-Pétersbourg de la période tsariste était très important pour sa socialisation primaire. Mais alors, elle a joué un rôle très grand ici. Il y avait en Iran une femme, Madame Kruk, qui était très intéressante. Elle n'était pas une danseuse lui-même, mais elle était une attachée de l'ambassade américaine à Téhéran. Elle a fondé une école du ballet à Téhéran, faisant la même chose, absorbant les disciples de l'école de Cornélie et aussi des autres maîtres. Il y avait aussi les gens, les maîtres du ballet d'origine arménienne qui sont été émigrés de l'Union soviétique, Djambazian et Elena Avedissian. Et elle a fait la même chose là. Et ça veut quoi? C'est vraiment un phénomène très intéressant. Le ballet en Turquie, il y a plus des livres et des sources sur l'histoire du ballet ici, mais concernant le ballet en Iran, il y a 2 mémoires, 2 livres écrits par les danseuses de la période de Shah, de Nesta Ramazani et de Aïda. Je vais montrer aussi ce livre aujourd'hui. Et ils sont décrits, Nesta Ramazani a décrit une situation lorsque la campagne du ballet persan était arrivée en Turquie pour faire une performance ici dans plusieurs villes. Et De Valois a dit que si les journalistes demandent où vous avez appris le ballet, vous devez dire que vous êtes autodidacte.
ne dit pas que vous êtes éduqué par un émigré russe. Et c'est vraiment une chose symbolisant cette guerre froide dans la vie quotidienne des communautés de ballet. Je saute maintenant, c'est en photo d'une école de ballet à Florida, à Istanbul, approximativement circa des années 1940. C'est Ninette de Valois. Ninette de Valois était très, très attentif aussi concernant les relations entre les écoles de ballet aussi en Turquie dans les années 50 avec la France, par exemple. Parce que le gouvernement turc a voulu embêter Serge Lifar de Paris, qui était, by the way, aussi d'origine ukrainien-russe, Sergei Lifar. Serge Lifar a travaillé à Paris avant l'arrivée de Rodolphe Nureyev. Et lorsque Ninette de Valois a obtenu l'information que Serge Lifar va venir à Ankara, il est arrivé lui-même de Londres pour préserver la position plus importante de Grande-Bretagne ici dans le développement du ballet. Alors, il y avait aussi une concurrence entre les pays occidentaux aussi. C'est pas la situation seulement avec une concurrence entre l'Union soviétique et la Grande-Bretagne. Nous sommes maintenant en Iran. Ici, nous voyons Ninette de Valois avec les étoiles de Rudaki Hall. Rudaki Hall était une place, un salon plus important pour le développement de l'opéra et du ballet dans l'Iran avant la révolution islamique. Et Ninette de Valois est ici avec un couple. Ce sont été Aïda avec son mari. C'est vraiment très important. C'est un homme à côté de Ninette de Valois, deuxième à droite. Et il était d'origine de Trabzon. Il est né à Trabzon dans une famille des émigrés de l'Azerbaïdjan persan, mais il avait deux passeports, un passeport turc et aussi un iranien, et il est émigré ou réémigré en Iran pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il a fait la connaissance avec Aïda. Elle était ici en blanc. Et Aïda était d'origine aussi mixte. La mère était une Tatar d'Orenbourg et le père était un immigrant azéri de Bakou. Mais la famille aussi était répatriée en Iran parce que son père avait un passeport iranien et la situation aussi devenue très aggravée entre l'Union soviétique et l'Iran à la fin des années 30. Alors, beaucoup des immigrés persans sont été venus à quitter le pays et aussi, ici, nous voyons les photos des deux. C'est Aïda ou Haïdé et Nejat Ahmadzadeh. Nous voyons ici aussi une photo très intéressante. C'est une photo avec le Shah d'Iran, avec sa femme, avec l'impératrice Persan Shahbanu, et aussi Rudolf Nureyev. Rodolphe Nureyev et Margot Fontaine, ils sont dans une conversation avec le Shah. Et là, nous voyons aussi une photo de Aïda Ahmadzadeh avec le Shah.
et avec Nejat Ahmadzadeh. Aïda Ahmadzadeh a écrit aussi un livre de mémoire après l'émigration à Manchester, après la révolution islamique en Iran. Et elle a décrit là que on était très, très strict dans le développement du ballet en Iran, coopérant seulement avec des spécialistes de Grande-Bretagne et de France. Mais c'était la même chose aussi en Turquie. C'était la méthodologie ou la méthode de Royal Academy of Ballet qui était très importante et dominante aussi ici. Mais dans le même temps, elle a dit que l'aggravation des relations politiques entre la Turquie et l'US, par exemple, après la crise de oui, je pense dans les années 60, et un rapprochement entre Moscou et Ankara dans la même période était très important pour le développement du ballet parce que on a tâché d'inviter les spécialistes soviétiques du ballet ici à Istanbul et à Ankara et les premiers étudiants du ballet de la Turquie ont été envoyés à Moscou. Meriç Sümen est par exemple, elle enseigne jusqu'aujourd'hui le ballet à l'université d'Izmir. Elle était une étoile du ballet à Istanbul dans les années 80-90 et Meriç Sümen a fait ses études à Londres et après ça, elle a été envoyée à Moscou et à Moscou, elle a été éduquée partiellement aussi par Maya Plisetskaya et Maya Plisetskaya était prima ballerina assoluta dans cette période internationalement. Et c'était un boost, un soutien très, très fort pour le développement du ballet ici. Et dans les années 70, à Turquie commence une réorientation dans le développement du ballet à l'Union soviétique très fort. Ce n'est pas dire que on a quitté totalement la méthodologie de la Royal Academy, mais c'est-à-dire que c'était une fusion, c'était une coexistence et encore une forme hybride aussi, une hybridation peut-être d'enseignement du ballet et aussi de la performance du ballet. La même chose était aussi en Iran parce que Aïda Ahmadzadeh a décrit très intéressant que elle était envoyée lui-même à l'Union soviétique pour la première fois, mais c'est aussi très intéressant qu'en voyage des danseurs et danseuses iraniens, par exemple à l'Union soviétique, ce n'était pas un vol Téhéran-Moscou et un séjour seulement à Mariinsky théâtre ou à Bolchoï théâtre à Moscou à Leningrad, c'est-à-dire qu'on a voyagé par train arrivant à Yerevan, à Bakou, à Tbilissi, restant là pour 3-4 jours, c'était vraiment pour un mois ou aussi pour 2 mois. C'était vraiment un tournée. Et on a après aussi pas seulement le ballet comme une notion très très stricte comme un ballet classique, c'était aussi en danse populaire. Parce qu'à l'Union soviétique, c'était une tripartite développement du ballet. C'était un ballet classique, peut-être accepté par nous maintenant dans les pays occidentaux, comme ballet baroque, ou
etc. Et dans le même temps, c'était aussi Grand Ballet. C'était une fusion du ballet et de la théâtre dramatique. C'était dans les années 50. Et aussi, c'était une institutionnalisation peut-être des danses populaires performées et symbolisées par Moïse. Moïse a créé et fondé danse professionnelle avec beaucoup des éléments du ballet et a structuré voilà, a commencé à enseigner le danse populaire, Serbe, Yougoslave, Arménien, Azerbaïdjan et les autres, mais avec beaucoup des éléments du ballet, c'est-à-dire avec une discipline d'enseignement très propre, très intensive, etc. Et je saute maintenant, et voilà. Et un hommage peut-être à la romanité maintenant et en France. Qu'est-ce que c'est une classification ou une dimension ethnique lorsque nous disons c'est un ballet russe, c'est un ballet français, c'est un ballet turc, etc. Nous voyons aussi que, par exemple, alors Serge Lifar et Rodolphe Nureyev, les chorégraphes très importants pour le développement du ballet placés, localisés à Paris dans les années 40, 50, 60, ils ont été pas de l'école de Vaganova. Nureyev, oui, mais Serge Lifar, non. Serge Lifar était du milieu de Diaghilev, et Serge Lifar était né à Kiev. Rodolphe Nureyev était d'origine tatare, bachkir, et il était aussi un représentant d'une autre génération. Alors, il était né et socialisé dans l'Union soviétique. Par exemple, Yıldız Alpar. Yıldız Alpar, elle n'a pas sa photo ici. Yıldız Alpar était une danseuse, une ballerine éduquée par Lydia Arzuman ou Leyla Arzuman. Et Leyla Arzuman a envoyé Yıldız Alpar à Paris dans les années 50. Elle est arrivée à Paris et elle est restée là pour plusieurs mois pour obtenir l'éducation par Madame Preobrajenskaya à Paris. C'est-à-dire que c'était un transfert ou une mobilité entre Istanbul et Paris, mais c'était une mobilité entre deux émigrés. Et qui sont changés et qui sont été aussi dans une interaction professionnelle. Et nous voyons ici Meriç Semen, une grande photo. Meriç Semen, et j'ai déjà raconté. Son histoire, c'était vraiment très intéressant qu'elle a obtenu une invitation à aller à Moscou après la visite de Kosygin. Kosygin était le premier ministre de l'Union soviétique qui est arrivé ici dans les années 67 pour la première fois. Elle a vu en performance du ballet à Ankara et il a dit que, OK, le ballet aussi est développé chez nous, alors nous organisons maintenant une invitation pour l'étoile de la Turquie. Elle est allée là et immédiatement, elle a obtenu une possibilité à aller en scène et aussi danser danser avec Plisetskaya. Et c'était ça jouait un rôle très grand, aussi intéressant pour une aggravation des relations entre Meriç Semen et les danseuses et danseurs turcs ici et entre Nina de Valois. Parce que on a dit que alors le niveau des spécialistes qui sont envoyés de l'Ouest
de Londres dans les années 60. Ils ne sont pas dans un niveau très haut ou ainsi haut. Nina de Valois a consacré beaucoup de pages dans ses mémoires à ce thème. Il est énervé de rapprochement entre Moscou et Ankara. Et enfin, elle a dit que je ne peux pas faire quelque chose pour ça changer. On doit accepter ça. Alors, je vois que je dois finir maintenant. Et très courtement, ici, nous voyons deux versions du livre de Vaganova. Il n'y a pas de traduction en turc et en persan. Alors, il n'y a pas un livre où est écrit Vaganova Klassik dansın esasları ou klassik balenin esasları, mais il y a beaucoup de livres qui sont consacrés et à la même temps. On a un sentiment que peut-être c'était aussi traduit ou adapté, accepté et sans donner un hommage à l'auteur de Vaganova. Mais alors pour le processus du transfert, c'est pas un problème. Le transfert est là. Et ici encore comme une conclusion que après la révolution en Iran, un phénomène de ballet persan était créé par Nimakian. Nimakian est jusqu'aujourd'hui le directeur de ballet persan. Vous voyez peut-être les ballets persans, c'est comme les ballets russes. C'était une inspiration pour lui, pour nommer sa campagne comme ça. Et sa campagne existe à Stockholm. Et alors Stockholm est maintenant une place de localisation pour les ballets persans qui coopèrent très intensivement avec des pays du Caucase et aussi de l'Asie centrale dans le domaine du ballet. Et alors, en Turquie, nous avons, il y avait peut-être 30 ou 40 spécialistes qui ont travaillé ici, à Istanbul et Ankara, commençant avec les années 70 jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Ce sont été les gens d'origine kazakh, pas seulement d'origine russe, et à Istanbul et à Ankara, plus peut-être à Ankara. Et alors, nous voyons aussi que les régions non russes de l'Union soviétique sont aidées comme intermédiaires entre le Proche-Orient et la Russie. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention ici dans cette salle et là dans l'espace Internet. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on va donner la parole à notre professeur. Tu vas ouvrir. On ne voit pas les voilà. Voilà. Ah oui, quand elle commence à parler, je pense. Bonsoir. Je suis francophone, mais je veux parler en anglais parce que l'anglais, c'est ma langue académique. Anglais et turc, ce sont mes langues académiques. Malheureusement, je ne peux pas comme Zaour l'a fait. Well, thank you very much, Zaour. This was so interesting, so exciting to hear because we've been lonely researchers for a long time. Dance history has been marginalized in performing arts, but also in mainstream historical research of performance.
and so on. And I now make a kind of an analogy. Nowadays it's more of an importance because we deal with modernization. We have a kind of an association of dance and modernization at the turn of the 20th century. It's like in the 1980s, this was women's studies and modernization. So now we do, in a similar symbolic way, dance studies, dance history as modernization. And I think this is very, very important to look at it as a kind of a global history perspective, where you look at similar experiences around the world, especially regional commonalities, the traffic, the circulation of ideas, but also teachers, people, characters. So it was very, very relevant to hear and to experience. Just 1 minute. I have to put my eyeglasses. Okay. One thing that I would like to say, it's, when we talk about Turkey and Iran, especially during the 1930s onwards, I think they were kind of two countries who were taking one another as models. Remember that Atatürk ordered the first Turkish opera when Shah Reza was visiting Turkey as the first, Iranian Shah, rather than to a European person. So he wanted to show Turkish opera to the Iranian Shah. That's one thing. But I think when we think of Turkey and Iran, we should also include Greece, because Greece, Turkey, and Iran, they had similar temporality in terms of inviting these people, dealing with folk dancing in general, popular dancing, but also ballet. Ninette de Valois, for instance, was first interested. She was first interested to go to Greece rather than coming to Turkey. But because of certain delays in Greece and the kind of a interest of Turkish state to invite her to open this ballet school, she moved towards towards Turkey, and I think when we talk about Cold War, there are many layers in your lecture. The Cold War issue is another issue, because nowadays I work with a group of dance history scholars. One of them is dealing with the Russian archives of Bolshoi right after the revolution, the Bolshevik Revolution. Sasha Portyanikova. She's having the records of written records of discussions where they discussed to make ballet to ballet for people, not ballet for art, but ballet for people, because the revolutionaries, they said to them, you are important as a group of dance people, but now your mission is to choreograph folky movements so that everybody can perform them as a kind of a large public performances. So this was the communist approach, and the discussions are really very, very interesting because we don't have the dances themselves as visuals. We don't have any tape recordings or any relic from that time, but there are discussions of how ballerinas and ballets, they were trying to come up with movements from their own ballet vocabulary to be able to choreograph new choreographies for the new Bolshevik people. So after the Cold War, of course, in what happened in Turkey, we had, actually in the 1960s, 70s, Turkey had a very, very strong leftist Marxist movement. And this was a very kind of a
while the state did not want to approach Russia in diplomatic ways, there were certain distances. There were quite of interest in the public, especially in the leftist groups, for gentrification of art in the Soviet Union. As you mentioned, Tbilisi, Yerevan, Baku, these were areas that the Turkish left was interesting to bring, especially in music, more than dance, and it was more transportable, most probably in terms of technology. But this was also one point that we should think about, this interregionality. And I really salute your approach of this inter-migrant approach. These are migrants coming from after the Bolshevik Revolution. We call them white Russians. I don't know if it's also called like that in Iran, but the impact of white Russians in Istanbul, in Turkey in general, but also in Europe. Many of them also escaped to Europe, and also the Tatars, Kazan Tatars, who immigrated much earlier, not only to the Ottoman Empire but to Japan, and brought certain modernizations, certain Russian modern forms to East Asia. If you read Japanese history, you will see their impact in modernization. And one other point that I would like to raise, when I was doing my dissertation in the early 1990s, when I came to Istanbul, and there were very small circles who were discussing dance history, and one of them was the Istanbul State Conservatory, which is now Mimar Sinan Ballet Conservatory. And there we were discussing with Şebnem Aksan, who was the director of the ballet school. And she was trying to define Turkish ballet. What is Turkish ballet? We have Çeşmebaşı, we have certain ballet folkloric, we have, the Ninette de Valois, the British, but within the ballet school, we had Russian teachers. So there were lots of conflicts between the British and the Russian, and the styles were different, but they were combined because they were combined in Turkish bodies, she would say. And from there emerged a kind of a Turkish ballet, So it is, your research shows us the historical background of this 1990s that I talk about, because these were consolidated as institutions, people, students, teachers, in the 1990s when the Soviet Empire was collapsing, but they were historically being built up since the 1920s onwards in Europe, at different layers. So your research is very interested in showing all these migrant triangles, circulations between migrants. Today, I talked to my school, Notre Dame de Sion, I asked their help to get some information about Evgenia Nanasov, who used to be my physical education teacher in Notre Dame de Sion.
Yevgeny, Mademoiselle Nanasov, this is how we were calling her. When I was trying to interview her in the early 1990s, she passed away. Unfortunately, I couldn't interview more. She had mentioned me, the opening of she was a student of Arzumanova, of course, and she performed herself in Muhsin Ertuğrul's Darül Bedai Theater, her own single recitals. But when I talked to her, she had said, I was a ballerina. I was raised as a ballerina, and I loved to do ballet. And when the school was opened in Yeşilköy, I rushed to them. I said, I'm here. I can dance with I can train, I can do, but they didn't include me. Of course, Yevgeny Nanasov had an Armenian origin. Maybe that was the reason. We don't know. But she complained to me, and also they found that I was aged. I wasn't young. I was. I was in my 30s, so they didn't accept me. So there are many different characters that when we chase, we find out. Your couple, Ahmedov was Ahmedzades, Nejat and Aida Ahmedzades are very, very interesting. And Meriç Sümen's story is very interesting. Being she kind of embodies this Turkish ballet thing. One or coming from the British and then being trained in let's say in Moscow and embodying it as a kind of a Turkish ballerina. She was the diva of the ballet as we were growing up. So these were important characters. Transnational characters with transnational connections. Europe, from Europe, but also from migrants coming from Russia. For instance, how the mindset of Ninette de Valois is very different than Arzumanova. Because Ninette de Valois, she had a philosophy that ballet was a language that could be universally taught everywhere, even in Africa. And she was testing her own interest in her own belief in a way in different practices. And Turkey was a best case study in a way. But we also see, as you say, Arzumanova, her student Yıldız Alpar, and her student, many of her students who went through her education and went to other ballet companies and places. There is a very interesting oral history of Turkish ballet by Zeynep Günsür, who was my student at Boğaziçi University, and she interviewed all these the first graduates of Yeşilköy Ballet School, which later on became, the ballet school in Ankara. And her dissertation also reveals the early steps of ballet. And I think in Turkish ballet history, Metin Ant has a very important place because he is very critical of the British teachers because they don't let Turkish students to choreograph. So they were kind of monopolizing choreography, and they wouldn't allow them to choreograph. And Said Sökmen, who was one of our first ballets, he was, he also has some memoirs regarding this. So there's also this component of colonization, decolonization, hegemonies, westernization, modernization. There is a scholar,
at Columbia University, Carol Gluck, who has a very, I find it very useful in the study of modernization. She approaches modernization as a kind of an experience rather than as a historical experience. You know, it's just an experience with its own time and energy and locality. So there is, she says something like, there is no category as like Britain modernized before Turkey or Turkey modernized later than Britain. These are all historical experiences with their own dynamics. So we have to look at this modernization experiences as such, like given the regionality and the characters who actually circulate within these regions, within the transnational space, and also these migrant communities. You know, these are very actually complex algorithms that we as historians have to think of. And to conclude, let me also underline that when we talk about ballet as a dance historical genre, and modernization as a symbol of modernization in a way, we should also think of other movement systems of modernization, where we see, let's say, gentrification of festivities, rituals, or sports, for instance, as modern physical training, for instance, which was very, very widespread both in Europe and in the Ottoman domain, and also maybe our bodies, like gestures for modernization, our personal space. For instance, I was teaching today Ottoman theater to my students, and we were discussing, how actually from orto, which is more like open space, in the open air, you have very interactive kind of genre where theater was performed. We passed through indoor, closed, staged performances, and this was a very modernizing experience for Turkish society. In the People's Houses journals, for instance, we see Halk Evleri dergilerinde, we see descriptions like praising a local people. Oh, they were very very good. They stood in line to get their ticket. They didn't rush to the ticket office. They were in line. They took their ticket, and then they slowly walked and sat in their chairs and did not eat during the performance, did not shout during the performance. So learning how to watch an indoor performance also was a kind of a new movement system, or not movement, but standing still, learning, during a theatrical performance. So ballet is important, but within ballet, of course, we have the gentrification of folk dancing. This is a much more research domain, actually, in the history of dance studies. But with ballet, we should also think of other forms of movement systems, I would say, when we think of modernization. Thank you very much. This is all I have to say. Vous avez ouvert notre discussion et je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je pense que vous pouvez répondre pas à toutes les questions, mais à quelques remarques les plus importantes. Justement, je suis tout à fait d'accord avec les points sur l'immigration, sur les modernisations. Ça, ce sont des choses très, très importantes. Oui, de mon côté, merci beaucoup Azou pour ton commentaire. Il y a beaucoup de choses que tu as touchées.
ici, circulation des idées. Alors, c'est ça,